Thomas Potier de Paris-Sorbonne sur le même sujet, donc la réalité peut-elle être virtuelle, mais cette fois-ci il va répondre que non. D'abord, on m'a donné « Faut-il crever l'abcès ?» Pour vaincre ma timidité, j'ai adopté un personnage de bourgeois très imbu de lui-même qui buvait du Porto 1998 dans son living chair. Ensuite, on m'a dit « Thomas, faut-il cultiver son jardin ?» Le couteau sous la gorge, on a même voulu m'imposer la réponse « Non ». Privé de mon libre arbitre, j'ai asséné mes gaudrioles en priant pour que ça fonctionne. Résultat, au réveil, la gueule de bois n'a pas été trop rude. Car même si vous m'avez forcé à créer la SSDJ, Société secrète des démolisseurs de jardins, pour défendre mon sujet, je sais bien qu'elle n'a aucune existence physique, concrète. Aucun actionnaire, aucun membre, aucune revendication. Ce n'est qu'une étiquette. Cette fois, c'est bien moi qui vous parle. J'ai abandonné mon costume et récupéré ma plume. J'ai compris qu'adopter un personnage ne suffisait pas à le rendre réel. Que quand je suis le porte-parole de la SSDJ, en réalité c'est toujours Thomas prenant l'apparence d'un porte-parole. Vous voyez ? J'en ai marre de tricher, marre de fuir la réalité. Je suis venu avec ma plume, comme un vieux couple encore épris l'un de l'autre, encore ensemble, toujours pétris l'un dans l'autre, qui trempe sa feuille quand il écrit l'un pour l'autre. De saint Thomas, elle est l'esprit, et moi l'apôtre. Non, la réalité ne peut pas être virtuelle. D'abord parce que ces deux termes s'opposent. Si la réalité devient virtuelle, ce n'est plus la réalité, c'est autre chose. Une fiction, un rêve, un mensonge. Une simulation qui reprend les composantes de la réalité, sans pour autant être la réalité. On fait donc un abus de langage quand on dit réalité virtuelle. Il faudrait plutôt parler de virtualité réaliste, ou exceptionnellement réaliste, à la limite. La théorie inverse, c'est-à-dire que nous soyons dans une de ces virtualités réalistes et que la réalité soit autre part, qu'il y ait un autre monde et que cet autre monde ait programmé celui-ci, me paraît bien difficile à démontrer, même sous la contrainte. Pourtant, d'autres n'ont pas hésité. Les frères Wachowski, enfin les sœurs maintenant, enfin la famille Wachowski, pour ne blesser personne, a décroché le jackpot. 2 milliards de dollars, c'est ce que leur a rapporté la franchise Matrix. Je vous le dis en toute franchise, Matrix a rarement été aussi élevé. Et pour cause, le scénario selon lequel les super-ordinateurs ont fini par prendre le contrôle de l'humanité, pour la réduire en esclavage, en superposant une matrice à son regard, un univers fictif dont on ne peut sortir qu'en recevant un appel dans l'une des cabines téléphoniques, épique, portail entre la réalité et le virtuel, a de quoi fasciner les foules. On aurait presque envie d'y croire, mais ça reste un film, c'est de la science-fiction. Pas besoin d'être saint Thomas pour comprendre que ça n'existe pas. Il nous faudrait une preuve, quelque chose qui permette de prendre Matrix comme religion, Matrix, et d'en faire un peu plus qu'une bible de science-fiction. Je suis parti à la recherche de cette preuve. J'avais laissé un mot sur la table du salon. Papa, aujourd'hui je sors de la matrice. On ne se reverra peut-être pas. D'ailleurs, tu es sûrement un agent de maintenance envoyé par les machines dans le but de me contrôler. Alors sois gentil, n'essaye pas de me retrouver. Adieu. Comme un ambassadeur chinois qui aurait perdu son téléphone, j'ai parcouru la ville en m'arrêtant à chaque cabine téléphonique et j'ai décroché le combiné, prêt à affronter mon destin, prêt à quitter pour de bon ce monde virtuel. Allô ? Allô, il y a quelqu'un ? Eh oh ! Vous êtes censé me délivrer maintenant, n'est-ce pas ? Pas de réponse. Malgré cela, j'ai continué à me remettre en question. Ce n'est pas parce que je n'avais pas trouvé de preuve que la réalité virtuelle n'existait pas. Après tout, imaginez, si les ordinateurs étaient devenus assez intelligents pour créer tout ça, ils pourraient tout aussi bien m'empêcher de découvrir les sorties de la matrice. Invraisemblable, certes, mais pas impossible.
moi qui me croyais à l'abri des grands délires de Descartes, voilà que je me retrouvais à marcher sur ses traces. Dans les méditations métaphysiques, René, pour les intimes, imagine un malin génie qui ferait tout pour le tromper, lui et les autres. Il remet à zéro ses connaissances, opérant depuis chez lui, incognito, cherche et trouve une preuve de son existence, résumée en un cogito, je doute, donc je suis. Laissons Descartes pour le moment. L'homme a beau être un grand philosophe, parfois la masturbation intellectuelle ne suffit plus. Mon ami Théo, qui a toujours eu le pied marin, est tombé sur mon historique de navigation l'autre jour. Excité comme une puce, il a croqué sa dernière chips avant de faire voile vers le sud. Arrivé au large des îles Katsuni, après avoir traversé le fleuve Catherine-Ringer et s'être arrêté dans l'estuaire Brigitte-la-Haye, il a hissé son mât, ouvert les écoutilles et a déclenché un raz-de-marée inhumain. Marin d'eau douce, qui ne l'était pas, il a étanché sa soif avec une cargaison de Capitaine Morgan. Clara Morgan puis s'est laissée porter par le chant des sirènes. Voyez-vous, mon ami Théo est en lui-même un paradoxe. Incapable d'approcher une fille dans la vraie vie sans ressentir le mal de mer, il mène sa barque en solitaire et passe à côté de l'essentiel. De ses plaisirs solitaires, il ne retire pas grand-chose. Un peu d'excitation sur le moment, un brin d'émulation évidemment, mais surtout beaucoup de frustration. Car son expérience de l'amour n'en est pas une. Il n'a jamais appris à nager. Il ne s'est jamais jeté à l'eau. Il est resté à la surface, là où tout est virtuel, là où tout est en puissance, là où tout est sous contrôle. La réalité, elle, ne cesse de nous cueillir. Elle est unique parce qu'elle est imprévisible. Alors que Théo, lui, savait très bien combien de temps allait durer son émoi. 15 minutes 36, le temps d'une aventure pornographique. Dans le film de Gus Van Sant, Will Hunting, médiocre pour sa violence, mais surdoué des mathématiques, est un jeune homme rebelle qui s'enferme dans les livres et croit tout savoir mieux que tout le monde. Son psychologue, incarné par Robin Williams, qui savait trop bien, lui, à quel point la fiction est différente de la réalité, lui répond ceci. Tu n'es qu'un gosse. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont tu parles. Si je te dis de parler d'art, tu vas me balancer un condensé de tous les livres sur le sujet. Michel-Ange, tu connais tout sur lui. Son œuvre, ses choix politiques, ses tendances sexuelles, tout le bazar, quoi. Mais je parie que l'odeur de la chapelle Sixtine, ce qu'on ressent là-bas, ce qu'on respire là-bas, tu connais pas. Si je te parle de la guerre, tu vas me citer Shakespeare, sur la brèche, mes amis. Tu n'as pas vécu la guerre. Tu n'as jamais tenu contre toi ton meilleur ami, haletant jusqu'au dernier souffle, avec un regard qui implore. Si je te fais parler d'amour, tu vas probablement me dire un sonnet. Ou bien tu vas m'offrir un topo sur les femmes que tu as le plus aimées, ce qui est peut-être même arrivé de baiser quelquefois. Et tu ne sauras pas me décrire ce que c'est que de se réveiller auprès d'une femme et de se sentir vraiment heureux. Une femme qui t'est étalée d'un simple regard, et tu sais pas ce que c'est non plus d'être son ange à elle, et de savoir que l'amour que tu as pour elle est éternel et survivra à tout, même au cancer, et aux nuits passées assis dans une chambre d'hôpital, à lui tenir la main, parce que les médecins ont lu dans tes yeux que tu n'as pas l'intention de te plier aux heures de visite. Tu ignores ce que c'est que de perdre quelqu'un. J'ai 18 ans et je ne sais pas ce que c'est que de perdre quelqu'un. Mais ce que j'ai vu dans les yeux de mon ami Théo, le jour où ses parents sont morts, ce n'est pas comme dans les films. Dans les films, le héros pleure, il pleure parfois même très bien, mais non. Il n'a pas cette lueur d'abandon dans le regard, ce signal qui vous dit « c'est fini ». Aussi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je crois que le temps est venu de modifier le cogito de Descartes. Je ressens, donc je suis. Et si parfois vous trouvez que j'ai du mal à m'exprimer, que mes expressions ne sont pas précises, que je fais référence à des choses qui me dépassent en somme, c'est parce que contrairement à la machine, mes sentiments ne sont pas codés en binaire. Dans mon monde à moi, je t'aime n'est pas une suite de chiffres, l'amour n'est pas un algorithme, cette femme n'est pas une inconnue, mais celle qui m'a donné la vie. Alors vous pouvez bien perfectionner tous vos capteurs sensitifs, augmenter la définition,
créer une 5e dimension, vous n'arriverez jamais à reproduire le sentiment de Théo, le jour où il a appris que ses parents étaient morts, écrasés sous une voiture à 4 heures de l'après-midi. Si certains persistent à penser que l'on peut rendre le désir aussi fort que dans la réalité avec des accessoires, c'est qu'ils n'ont jamais senti peser sur eux le regard d'une femme qui vous rend vraiment vulnérable. Si d'autres me disent qu'on peut imiter la peur jusqu'à la rendre palpable, c'est probablement qu'ils n'ont jamais eu peur. La vraie peur, celle qui vous rend immobile, qui vous laisse pétrifié, avec cette sensation de vide au creux du ventre, comme dans un manège, et ce sentiment de lâcheté parce qu'on a honte d'avoir peur, et en même temps on est prêt à s'abaisser à tout pour ne pas quitter ce monde. Si d'autres encore me parlent de passion en évoquant les heures passées sur un écran, casque Bluetooth sur les oreilles, virtuellement, là où ne se couche pas le soleil, c'est qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un retravailler son texte jusqu'à la moindre virgule, pendant des mois, jour après jour, pour libérer le spleen qui débordait en lui, ce mélange de colère et d'humanité, de grand cœur et de vanité, en s'accrochant à l'espoir qu'un jour, tout ira mieux, qu'un jour ils seront nombreux à l'écouter. Si vous pensez que la réalité peut être virtuelle, c'est donc que vous n'avez pas assez ressenti. Je vais repartir avec ma plume, comme 2 amants qui s'aiment au premier jour, comme 2 enfants qui s'aiment des mots d'amour. Et si j'ai dépassé le temps qui m'était imparti pour montrer que la réalité ne peut pas être virtuelle, c'est que ma plume en guise de glaive a pris bien du plaisir à oxyre l'occiput de cet oxymore. Merci.